Cette histoire s'intitule « Ma famille m'a humilié et m'a dit que je ne valais rien jusqu'à ce que j'achète un tas de ferraille à 200 $ chez un fermier. » Salut Reddit, est-ce que quelqu'un a déjà été traité comme une blague ambulante par sa propre famille? Oui, c'était moi. Mais twist de l'histoire, la vie avait d'autres plans. Accrochez-vous, prenez vos snacks et installez-vous confortablement, parce que celle-ci va être un vrai tourbillon. Alors, je commence par un peu de contexte. Moi, 32 ans, toujours traité injustement par ma famille. Depuis l'enfance, il favorisait mon frère cadet, Kevin, 29 ans, par rapport à moi. Genre, quand on était enfant, les peintures à doigts de Kevin à la maternelle étaient mises dans des cadres coûteux et accrochées dans le salon pour que les visiteurs puissent les voir. Moi, j'ai retrouvé un de mes dessins à la poubelle quand j'avais 8 ans et j'ai arrêté de montrer mes œuvres à ma mère depuis. Et en grandissant, ça n'a fait qu'empirer. Kevin a rejoint la ligue de baseball, et mes parents ne manquaient jamais un match, même quand son équipe était nulle et qu'il passait son temps sur le banc. Ils lui achetaient du nouveau matériel constamment et organisaient des fêtes à la glace peu importe si son équipe gagnait ou perdait. Pendant ce temps, j'économisais mon argent de poche pendant des mois pour acheter des maquettes de voitures, et je passais des heures à les assembler avec un souci du détail incroyable. Quand j'ai demandé si je pouvais les exposer sur la cheminée, mon père a dit qu'elles ne correspondaient pas à la décoration et les a reléguées dans ma chambre, où ma mère les cassait accidentellement en nettoyant. Au lycée, c'était carrément ridicule. Kevin a rejoint l'équipe de débat, et mes parents faisaient 3 heures de route pour ces tournois, restaient à l'hôtel et l'emmenaient dîner dans des restaurants chics après. Moi, j'ai rejoint le programme d'atelier automobile et j'ai enfin trouvé ma place. J'étais plutôt doué avec les moteurs et j'adorais ce travail. Le prof m'a même laissé prendre des projets plus avancés parce que j'apprenais vite. J'ai participé au concours d'État et j'ai gagné la première place dans ma catégorie. Mes parents? Désolé, on ne peut pas venir. Ton père a un truc au boulot. Pour la remise des diplômes, Kevin a reçu un nouvel ordinateur portable. Moi, j'ai demandé des outils pour ma carrière de mécanicien prévue. Mon père m'a offert un kit bon marché de chez Arbor Frecht qui a cassé en moins d'un mois et m'a dit de trouver un vrai travail au lieu de jouer avec des voitures. Parce qu'apparemment, réparer des choses dont les gens dépendent tous les jours, ce n'est pas un vrai travail. Maintenant adulte, c'est juste plus ou moins la même chose, en pire. Mes parents ont encadré et affiché dans le couloir toutes les réussites de Kevin. Sa première lettre de promotion, son diplôme de MBA, une photo de lui avec le PDG. Pendant ce temps, mon diplôme de lycée, ma certification d'école professionnelle et ma licence de maître mécanicien AS ne recevaient que du ressentiment, MDR. Ils détestaient le fait que j'étais mécanicien. À ce stade, c'est presque impressionnant à quel point ils ont été constants pour me faire sentir nul pour aimer quelque chose qui me rend vraiment heureux. Quand j'ai déménagé, mon logement n'avait rien d'un palace. Pendant un moment, je vivais dans une caravane qui tremblait chaque fois qu'un camion passait trop vite. Chauffage soit glacial soit brûlant, chambre de la taille d'un placard, cuisine n'importe où je posais mon sac de repas à emporter. Mais au moins, personne ne me disait que j'étais un raté 24 heures sur 24. Mais j'allais bien. J'économisais pour de nouveaux outils, je rendais visite à ma famille de temps en temps. Et laissez-moi vous dire, chaque putain de réunion de famille était la même merde. Kevin arrivait avec son costume correct, parlant de sa dernière promotion dans son travail de bureau. Mec, il ne faisait presque pas de vrai travail, juste des réunions interminables et des PowerPoints, mais il gagnait bien sa vie. Il avait une jolie femme, une Tesla dont il payait probablement encore les mensualités, et un condo normal que mes parents faisaient passer pour Buckingham Palace. Rien d'extraordinaire, mais beaucoup mieux que ma situation. Pendant ce temps, j'arrivais avec de la graisse sous les ongles après un shift de 12 heures à mon garage. Et ma mère soupirait littéralement en me voyant, comme si mes choix de vie lui faisaient physiquement mal. Mon père demandait toujours quand j'allais trouver un vrai boulot, au moins 2 fois par dîner de famille. Puis il commençait à raconter une histoire sur la dernière prime ou promotion de Kevin. Mes tantes et oncles me souriaient avec cette fausse pitié qui signifiait vraiment « Merci Dieu, nos enfants n'ont pas tourné comme toi ». La goutte d'eau est arrivée à Thanksgiving dernier. Kevin venait d'obtenir une promotion et mes parents ont sorti un vrai gâteau pour célébrer. Un putain de gâteau à Thanksgiving. Pendant ce temps, je mentionnais que j'avais enfin remboursé ma boîte à outils. Et mon père a vraiment rigolé. Sérieusement rigolé, en disant « Eh bien, je suppose qu'on devrait être reconnaissant que Jensen n'ait pas fait faillite cette année ». Tout le monde a ri avec lui comme si c'était la blague la plus drôle du monde. Puis ma mère a commencé avec son rituel habituel. « Quand vas-tu enfin avoir une vraie carrière ?» Avant que je puisse répondre, Kevin a enchaîné. « Peut-être que Jensen pourrait travailler pour moi. On a besoin de quelqu'un pour nettoyer le parking du bureau. » La table entière a éclaté de rire. Même les enfants de mon cousin gloussaient. Et moi, j'étais là, humilié par ma propre famille. J'avais l'impression qu'ils prenaient tous un plaisir commun à me faire passer pour un idiot et à me faire sentir nul. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a complètement brisé. Mon père a levé son verre pour porter un toast et a dit, à Kevin, le fils qui n'a pas gaspillé son potentiel. Même pas un regard pour moi. Comme si je n'existais pas. Comme si je ne comptais même pas assez pour qu'on reconnaisse à quel point ça faisait mal.
À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il ne préférait pas seulement Kevin. Il ne me voyait pas comme quelqu'un qui valait quoi que ce soit, et ça a laissé une putain de blessure profonde. Je me suis levé d'un coup, renversant ma chaise. Personne n'a semblé s'en soucier ou m'a demandé si j'allais bien. J'ai attrapé ma veste et je suis sorti. Je pouvais encore les entendre rire, mon père disant « Le voilà encore. Il ne sait pas prendre une blague ». Je suis resté assis dans mon pick-up pendant 5 minutes, les mains tremblantes sur le volant, avalant ce qui ressemblait à du verre brisé dans ma gorge. C'était la dernière fois que j'allais à un dîner de famille. Peu savaient que cet échec allait bientôt transformer ma vie d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Mais je m'avance un peu trop. Pendant des mois, je continuais à gérer ce petit garage. L'enseigne était à moitié cassée et ne s'allumait la nuit que quand elle en avait envie. Les affaires étaient, eh bien, suffisantes pour me permettre de manger la plupart du temps. Je réparais des radiateurs, changeais l'huile, bouchais des pneus, les trucs basiques qui ne vous rendent pas riche mais permettent de payer les factures la plupart du temps. Mon voisin Gary s'était donné pour mission personnelle de me rappeler à quel point ma vie était pathétique. Le type se tenait littéralement dehors dans son horrible peignoir à me regarder travailler, faisant des commentaires sur mon « entreprise de réparation haut de gamme », tout en sirotant ce qu'il y avait dans sa tasse à 7 heures du matin. Certainement pas du café. Les clients n'étaient pas beaucoup mieux, toujours à marchander les prix comme si je gérais une sorte d'association caritative. « Vous ne pouvez pas faire moins cher ?» demandait-il, debout à côté de leur SUV à 60 000 $. Bien sûr. Laisse-moi juste payer mes factures avec de la visibilité et des bonnes vibes. La plupart du temps, je faisais juste ce qu'il fallait pour survivre. Me lever dans une caravane froide, prendre un café de station-service, réparer des voitures, rentrer dans ma caravane vide, recommencer. Le rêve américain. N'est-ce pas? Ma vie sociale était quasiment inexistante. Difficile de sortir avec quelqu'un quand on est toujours couvert d'huile de moteur et qu'on peut à peine se payer un dîner, sans parler d'inviter quelqu'un. Donc j'étais là, vivant le rêve dans ma caravane pourrie, mangeant des burritos de station-service, et réparant des voitures pour des clients qui marchandaient chaque putain de $, jusqu'au jour qui a changé ma vie de la manière la plus inattendue. Un matin, après avoir eu affaire à un client particulièrement agaçant, le type voulait que je reconstruise sa transmission pour le prix d'une vidange. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. C'était le vieux Joe Garrison. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des années. Quand j'étais gamin, il me laissait l'aider à la ferme, l'un des rares adultes qui ne me traitait pas comme si j'étais un miette debout. Joe était ce type de fermier old school classique, le genre de mec qui pouvait tout réparer avec du ruban adhésif, du fil de fer et une pure obstination. Sa grange était toujours remplie de projets à moitié terminés datant de l'époque Reagan. Joe me dit qu'il avait un tas de métal qui traînait dans sa grange depuis des décennies et se demandait si je le voulais avant qu'il ne l'envoie à la casse. Quelque chose dans sa voix a éveillé ma curiosité. Et honnêtement, j'avais besoin d'une pause de mes factures en retard qui s'empilaient sur le comptoir et semblaient former des messages menaçants du genre « paye-moi ou sinon ». Aller chez Joe, c'était comme voyager dans le temps. Les vieilles pancartes fanées annonçant des motels avec télévision couleur. Toujours impressionnant. Les routes pleines de nids de poules que le comté promettait de réparer à chaque élection et oubliait mystérieusement le lendemain. Joe n'avait pas changé non plus. Même salopette. Même cigarette collée à la lèvre comme si elle y poussait. Sa grange semblait prête à s'effondrer au moindre coup de vent. Quand je suis entré et que mes yeux se sont posés sur quelque chose dans l'ombre, Joe n'était pas du genre à avoir un éclairage correct, holy shit. Sous des décennies de poussière et de crasse se trouvait une Shelby GT 500 ACR de 1967. Ma mâchoire est tombée. Mon cœur a littéralement raté un battement. Pour ceux qui ne connaissent rien aux voitures, trouver ça dans une grange, c'est comme trouver un Picasso original dans un vide-grenier pour 5 $. J'ai essayé de rester calme en vérifiant le VIN pour être sûr que c'était légitime, mais j'étais tellement abasourdi que j'ai laissé tomber mon téléphone 2 fois. J'ai demandé à Joe combien il en voulait, essayant de faire comme si c'était normal, juste une autre journée à trouver des muscles cars légendaires dans des granges. Quand il a dit 200 $, le même prix que la casse aurait donné pour le poids, j'ai cru faire un AVC. Cette voiture, même rouillée, valait beaucoup plus que tout ce que je possédais combiné. Pas même proche. Genre, WTF. C'était la seule chance qui ne se représenterait jamais. Sans réfléchir, je lui ai payé avant qu'il ne change d'avis, ou que quelqu'un entre en criant, juste une blague. J'ai essayé de faire comme si c'était une transaction normale un mardi et pas moi en train de gagner à la loterie. Joe ne semblait même pas s'en soucier. Il a juste mis l'argent dans sa poche et demandé si j'avais besoin d'aide pour charger la voiture. L'homme n'avait aucune idée de ce qu'il venait de laisser filer. Remorquer cette voiture jusqu'à chez moi, c'est là que le cirque a commencé. Dès que j'ai garé ce Shelby poussiéreux dans mon allée, mon voisin Gary a commencé à glousser comme une hyène qui s'étouffe avec un os de poulet. Il a appelé d'autres voisins pour venir voir ce que Jensen avait encore ramené. Ils se tenaient tous là, pointant du doigt et riant comme si j'avais ramené littéralement des ordures. Un des adolescents a même lancé « Et mec, tu construis un char de carnaval. » Vraiment comique, ce gamin. Carrière assurée dans le stand-up. Plus tard dans la journée, mon téléphone a explosé. Kevin a appelé en premier,
bien sûr. Il voulait savoir si papa était sérieux à propos de cette voiture de ferraille que j'avais achetée. Je lui ai dit que ce n'était pas n'importe quelle voiture. C'était une Shelby GT5 Sense. Sa réponse? Oh super. Donc tu as dépensé de l'argent que tu n'as pas pour un tas de rouilles historiques que personne ne regarde. Puis il s'est lancé dans tout un sermon sur comment je devrais investir dans mon avenir au lieu de jouer avec des déchets. Venant d'un gars qui s'était endetté pour une Tesla juste pour faire le malin sur le parking de l'entreprise, c'était fort. Mes parents ont appelé ensuite. Papa voulait savoir si j'avais complètement perdu la tête, et maman ne faisait que soupirer au téléphone comme si j'avais personnellement ruiné ses plans de retraite. J'ai raccroché en plein milieu de son sermon. En regardant ce Shelby poussiéreux dans mon allée, j'ai décidé que j'allais restaurer cette voiture, même si ça devait me tuer, puis la leur montrer en plein visage avec toute leur arrogance. Mais la réalité m'a vite frappé. Je n'avais que 12 000 $ à mon nom. C'était tout. Juste assez pour payer les factures, acheter de quoi manger, et peut-être recommencer la voiture. Mais une restauration complète, ça demande beaucoup d'argent. Les pièces pour ces classiques ne sont pas exactement en promo au Walmart. La chose intelligente aurait été de la vendre tout de suite, faire un petit profit à un collectionneur, et passer à autre chose. Mais on ne m'a jamais accusé de faire les choses intelligemment. Ce n'est pas mon style. Ce n'était pas qu'une voiture. C'était ma chance. Peut-être ma seule chance de prouver que je n'étais pas le raté de la famille comme ils le pensaient tous. J'y suis allé à fond. Peu importe les conséquences. Et écoute, je n'avais aucune idée à quel point ce tas de ferraille allait changer ma vie entière. Les quelques mois suivants ont été quasiment travail, voiture, sommeil, parfois répétition. Je travaillais toute la journée dans mon job habituel à réparer les vieilles bagnoles des autres, je prenais ce qu'il y avait de moins cher à la station-service, puis je bossais sur le Shelby jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. La première étape était de voir avec quoi je devais composer. C'était pire que je ne pensais. Plus je nettoyais la saleté, plus je découvrais de problèmes. La rouille avait traversé certaines parties du plancher. L'intérieur semblait avoir servi de maison à plusieurs générations de souris, et c'était bien le cas. Le câblage était un cauchemar. Le propriétaire précédent avait fait des modifications, créatives, qui auraient fait pleurer n'importe quel électricien. Et trouver des pièces? Un vrai cauchemar. Les vendeurs en ligne demandaient des prix absurdes pour des trucs médiocres. Un type au Texas voulait 1 200 $ pour une colonne de direction qui avait probablement servi d'encre de bateau pendant 10 ans. Les obstacles arrivaient sans fin, comme s'ils étaient programmés. D'abord, j'ai trouvé toute une famille de souris vivant dans le compartiment moteur. Elles avaient rongé des fils, construit des nids partout, et transformé la voiture en leur complexe résidentiel personnel. L'une d'elles a même pointé sa tête pendant que j'inspectais les dégâts. Elle avait l'audace de me regarder comme si elle me réclamait un loyer. Ensuite, ma première tentative de peinture fut un désastre total. J'avais regardé environ 50 tutoriels YouTube en me disant « ça ne peut pas être si compliqué ». En fait, c'était extrêmement compliqué. La peinture est sortie inégale et a mis en évidence tous les défauts au lieu de les cacher. J'ai dû tout poncer et recommencer, perdant du temps et de l'argent que je n'avais pas. À propos d'argent, il disparaissait vite. J'ai brûlé la majeure partie de mes économies, et la voiture avait encore besoin de beaucoup de travail, pièces, outils, matériaux. Tout s'additionne vite. Alors je n'ai eu qu'une seule option. J'ai tout misé. Je suis allé à la banque et ai contracté un prêt de 50 000 $, garanti par ma caravane et mon garage. Si la restauration échouait, je me retrouvais complètement à la rue. Travailler la nuit sur le Shelby est devenu ma nouvelle routine. Mes mains étaient constamment couvertes de coupures et de graisse que rien ne pouvait enlever. Mon dos me faisait souffrir comme jamais. Je survivais à coups de boissons énergétiques et de nourriture qu'on pouvait manger d'une main, pendant que l'autre tenait une clé à molette. Une nuit, en fouillant dans la boîte à gants, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, un vieux paquet de Marlboro avec un mot jauni à l'intérieur. Il disait « Prends soin d'elle. Elle a plus de cœur que la plupart des gens que je connais ». Lire cette note, assis là, couvert de graisse et épuisé, m'a fait réaliser que quelqu'un avait réellement aimé cette machine. Et maintenant, c'était mon travail de la ramener à la vie. Les progrès étaient douloureusement lents. Chaque fois que je réparais quelque chose, je découvrais 3 nouveaux problèmes cachés derrière. C'était comme jouer à un marteau mécanique. Le moteur avait besoin d'une reconstruction complète. La transmission était foutue. La suspension était maintenue par la rouille et des prières. Mais lentement, très lentement, la voiture commençait à renaître. Le châssis était de nouveau solide. Le bloc moteur était nettoyé et prêt à être reconstruit. L'intérieur avait été démonté et préparé pour la nouvelle sellerie. Il restait encore beaucoup à faire, mais pour la première fois, je pouvais voir la lumière au bout du tunnel. Et mec, cette lumière ressemblait beaucoup à un doigt d'honneur, pointé droit vers tous ceux qui avaient ri de moi, surtout ma famille. Chaque nuit, c'était la même routine. Jusqu'à un après-midi, alors que je me battais sous la voiture avec un boulon qui devait avoir été installé par Satan lui-même, j'ai entendu quelqu'un tousser. Je me suis cogné la tête en sortant, beau geste, je sais, et j'ai trouvé une femme avec un appareil photo debout là. Elle s'appelait Sloan, 28 ans.
Et elle disait être photographe travaillant sur un projet sur l'artisanat américain. Elle avait repéré le Shelby depuis la route et voulait prendre quelques photos. J'étais sur le point de lui dire de s'en aller, pas vraiment d'humeur à voir d'autres gens rire de ma voiture pourrie. Mais quelque chose m'a arrêté. Contrairement à littéralement tout le monde dans ma vie, Sloan ne regardait pas la voiture comme si c'était des ordures. Elle la contournait en hochant la tête, posant des questions pertinentes sur la restauration. Elle savait vraiment de quoi elle parlait. Elle l'a identifiée comme une Shelby de 67 sans même voir les badges. Elle a demandé les spécifications originales. Quelles pièces je gardais d'origine et lesquelles je mettais à jour. Pas les questions basiques de type « jolie voiture », « vroom vroom », que la plupart des gens posent juste pour faire semblant d'être intéressés. Quand elle a demandé si elle pouvait écrire sur mon projet pour son blog, j'ai pensé « pourquoi pas ». Au moins, quelqu'un pourrait tirer quelque chose de ma souffrance. Et puis, je ne vais pas mentir, avoir une fille attirante réellement intéressée par mon projet changeait agréablement de mes voisins qui pointaient du doigt et riaient. Sloan a commencé à passer régulièrement. Elle prenait des photos pendant que je travaillais, documentant la transformation. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'elle s'impliquait pour aider. Elle cherchait des pièces en ligne, me mettait en contact avec des collectionneurs, et se salissait même les mains quand il le fallait. Elle ne semblait pas dérangée par la graisse ni par les longues heures. C'était bizarre, honnêtement. Je n'avais pas l'habitude que quelqu'un croie réellement en l'un de mes projets. Environ un mois plus tard, son article de blog sur ma restauration a explosé. La section des commentaires a été envahie par d'autres passionnés de voitures offrant conseils, pièces et encouragements. Un type du Montana m'a même envoyé un emblème Shelby original gratuitement, disant qu'il traînait dans son garage depuis des années et qu'il appartenait à une voiture en cours de restauration. Soudain, ma boîte mail était inondée de messages d'inconnus proposant des pièces, des conseils, et même voulant voir la voiture en personne. C'était surréaliste. Un gars avec une chaîne YouTube sur les voitures classiques voulait faire un reportage, puis une chaîne de télé locale a appelé, ensuite un magazine automobile voulait publier un article. Du jour au lendemain, je suis passé de ce perdant qui bricolait une épave à cet artisan dévoué sauvant l'histoire automobile américaine. Drôle comme les perceptions changent. Et devinez qui s'est soudain souvenu que j'existais? Oui, ma famille. Maman a appelé en faisant semblant de s'inquiéter de toute cette attention et si cela ne me distrayait pas de trouver un emploi stable. Traduction, tu es toujours un raté, mais maintenant les gens te remarquent, et ça nous retombe dessus. Kevin est arrivé à mon garage sans prévenir dans sa Tesla. Il a fait le tour du Shelby avec cette expression comme s'il sentait une odeur, faisant semblant d'être impressionné tout en pointant tous les défauts qu'il pouvait trouver. Tu sais, il a dit, pensant être utile, tu devrais la vendre maintenant tant que les gens s'y intéressent. Faut frapper tant que le fer est chaud. Quand je lui ai dit que je ne vendais pas, il a changé de tactique. Bon, si tu es sérieux, tu devrais me laisser gérer le côté business. C'est mon domaine après tout. Traduction, laisse-moi contrôler tout l'argent que tu pourrais gagner parce que clairement tu es trop stupide pour t'en occuper. Plus tard dans la soirée, mes parents sont passés aussi. Puis ils ont proposé de m'aider si je vendais la voiture. Papa disait qu'il pourrait investir correctement l'argent. Après des années à me traiter comme un raté, maintenant il voulait débarquer et tout contrôler dès qu'il y avait un potentiel de profit. Je n'en croyais pas mes yeux. Il ne m'avait jamais soutenu, jamais respecté. Et maintenant, il voulait profiter de mon travail acharné. Je leur ai tous dit d'aller se faire voir. Bon, j'ai utilisé des mots plus crus que ça, mais tu vois l'idée. Pendant ce temps, Sloan et moi passions de plus en plus de temps ensemble. Elle était intelligente, drôle, et pour une raison quelconque, semblait réellement apprécier ma compagnie. C'était agréable d'avoir quelqu'un dans mon camp pour une fois. Avec son aide, la restauration a commencé à avancer plus vite. Elle a trouvé un gars au Nebraska qui avait un carburateur original pour moitié prix de ce que j'attendais. Une autre fois, elle a traqué un jeu de roue vintage parfait. La voiture commençait enfin à ressembler à une vraie voiture. Après d'innombrables nuits blanches, des milliers de dollars dépensés, et une frustration capable de remplir le Grand Canyon, le Shelby était enfin terminé. Et laissez-moi vous dire, la transformation était incroyable. Désolé pour les majuscules, mais je m'excite même en parlant. Ce qui n'était autrefois qu'un tas de rouille était maintenant un chef-d'œuvre bleu et blanc brillant, comme sorti tout droit de l'usine en 1967. Je suis resté dans mon garage à la contempler pendant une heure entière après avoir fini les dernières retouches. Et mon Dieu, la beauté de cette bête faisait fondre mon cœur. Chaque pièce chromée brillait, l'intérieur sentait le cuir neuf, et la peinture était impeccable. La deuxième tentative avait été la bonne. On ne reconnaissait même plus la voiture. Mais le vrai moment de vérité fut de tourner la clé. J'avais entièrement reconstruit le moteur. Et malgré avoir tout vérifié 3 fois, il y a toujours ce moment de doute, est-ce que j'ai tout foiré? Quand tu la démarres pour la première fois. Je me suis glissé dans le siège du conducteur, j'ai pris une grande inspiration et j'ai tourné la clé. Et ce V8 a rugi comme une bête. Pas de tout sautement, pas de raté, juste du pur muscle américain annonçant son retour au monde. Le son a vibré dans tout mon corps, et je n'ai pas honte d'admettre que j'ai eu les larmes aux yeux. Après tous ces mois de sang,
de sueur et de cartes de crédit au maximum, entendre ce moteur ronronner m'a fait oublier toute ma souffrance. Sloan était là, capturant tout avec son appareil photo, visiblement aussi excité que moi. « Holy shit, Jensen », a-t-elle dit. « Tu l'as vraiment fait. » Le fait qu'elle ait eu l'air surprise montre à quel point les choses paraissaient mal engagées au départ. Quand elle a demandé ce que je comptais faire ensuite, je lui ai parlé de Micom Auction à Chicago. Si vous ne connaissez pas, c'est en gros le Super Bowl des ventes de voitures classiques. Les meilleurs finissent là-bas, et les collectionneurs sérieux viennent prêts à dépenser des sommes folles. Il était temps de voir si tout ce travail allait réellement payer ou si je venais juste de créer le hobby le plus cher du monde. Entrer dans cette salle des ventes était intimidant à mort. Des voitures à $1 million partout, des collectionneurs riches en costumes chers, et moi dans mon seul jean correct et une chemise achetée spécialement pour ce jour. Je me sentais comme un intrus à une fête où je n'avais rien à faire, mais quand ils ont fait monter mon Shelby sur scène, la salle a changé. Les gens étaient réellement impressionnés par mon travail, ma voiture, ce tas de ferraille dont tout le monde se moquait. Les enchères ont commencé à $200 000. J'ai failli m'évanouir quand ils ont annoncé le prix de départ. Mes mains tremblaient alors que les chiffres continuaient de grimper. $250 000. $300 000. $350 000. Sloan me pressait le bras à chaque enchère. Quand le marteau est finalement tombé à $500 000, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Un demi-million de dollars pour une voiture que j'avais achetée $200. La salle a éclaté en applaudissements, mais ça semblait lointain, comme si j'étais sous l'eau ou quelque chose du genre. Après les taxes et les frais, je suis reparti avec $400 000, plus d'argent que je n'avais jamais imaginé avoir, plus que ce que je gagnerais en 10 ans dans mon garage, de l'argent qui change la vie. Pendant que je rentrais chez moi, je vérifiais sans cesse mon téléphone pour m'assurer que le virement bancaire était réel, que je n'avais pas halluciné toute l'histoire. Sloan et moi nous sommes arrêtés dans un bar à Chicago pour fêter ça. Pour une fois, je ne m'inquiétais pas de l'addition ni de calculer combien de vidanges il me faudrait faire pour me le permettre. Dès que l'argent est arrivé sur mon compte, mon téléphone a explosé. Pas avec des félicitations. Non, c'était ma famille. Maman a appelé en premier. Soudain, elle parlait de comment ils avaient toujours cru en moi et de tous les sacrifices qu'ils avaient faits pour m'élever. Elle a même suggéré que je devrais maintenant redonner à la famille, maintenant que j'avais été béni. Ces mots exacts, ton père et moi avons tout donné pour t'élever. Nous avons tant sacrifié. Et maintenant que tu as cette bénédiction, ne penses-tu pas qu'il est temps de redonner? J'ai failli m'étouffer avec mon soda. Redonner? Où était-il quand je travaillais jusqu'à ce que mes mains saignent? Où était ce soutien familial quand j'avais besoin d'un prêt pour la restauration? Sérieusement? Et après tout le manque de respect et l'humiliation, ils avaient encore l'audace. Mais attendez, ce n'était pas fini. Kevin était encore pire. Soudain, j'étais son frère et il avait toutes ces opportunités d'investissement qui nécessitaient du capital. Il n'arrêtait pas de dire des trucs comme « Je peux t'aider à faire fructifier ton argent ». Drôle comme il n'a jamais proposé d'aide quand je galérais. Il a carrément dit « Écoute, mec, j'y ai réfléchi. Tu as bien géré la voiture, mais si tu veux vraiment faire fructifier ton argent, tu devrais investir dans quelque chose de solide. J'ai une idée de business. » J'ai raccroché avant qu'il finisse sa phrase. Puis est venu le défilé de cousins et tantes que je connaissais à peine. Des gens qui m'avaient ignoré pendant des années envoyaient soudain des messages pour prendre des nouvelles. Un cousin a carrément demandé un prêt pour lancer une entreprise. Oncle Rick a appelé pour une opportunité immobilière immanquable, nécessitant juste un petit investissement. Même le cousin bizarre de ma mère que j'avais rencontré 2 fois à peine a demandé si je pouvais aider pour le fonds universitaire de son gamin. Drôle comme la tension arrive quand ils sentent que t'as de l'argent. Sloan me regardait défiler ces messages avec une expression de dégoût. Quand elle m'a demandé si j'allais leur donner de l'argent, bien sûr que non. Elmo, t'as perdu la tête? Ces connards peuvent aller se faire voir. J'ai ri. Pour la première fois de ma vie, je ne me préoccupais plus de ce que pensait ma famille. Je ne cherchais plus leur approbation. Je n'étais plus le raté de la famille, et ça, c'était encore mieux que l'argent. Avec $400 000 en banque, j'avais des options. J'aurais pu acheter une belle maison, investir en bourse, ou juste me poser quelques années. Putain, j'aurais pu tout claquer dans des conneries et rester largement devant le point de départ. Mais Sloan et moi avions de plus grandes idées. Autour d'un burger un soir, nous avons planifié notre projet. Sloan a suggéré de se concentrer sur les restaurations classiques, des trucs haut de gamme comme le Shelby, mais en tant que vrai business. Le lendemain, nous avons visité un immense garage juste à l'extérieur de la ville. Suffisamment de place pour au moins 10 voitures, plusieurs ponts élévateurs et un vrai bureau. À la fin de la journée, j'avais signé le bail, et Croes Muscle Works était officiellement né. J'ai embauché des mécaniciens compétents et aménagé l'atelier exactement comme je voulais. Sloan s'occupait de tout ce qui touchait au business, marketing, comptabilité, site web, réseaux sociaux. Elle avait aussi cette capacité folle à trouver des « barn find », ces voitures classiques oubliées depuis des décennies dans des granges. Notre premier projet majeur fut une Dodge Charger de 1969 que nous avons trouvée pourrissant dans le jardin d'un fermier.
Après des mois de travail acharné, cette chargée est sortie de notre atelier comme neuve et a été vendue 150 000 $ en une semaine. Le bouche à oreille a été rapide. Notre liste d'attente est passée à 6 mois, puis à 1 an. Nous avons agrandi l'équipe, embauché plus de monde, et à la fin de notre première année, nous avions atteint un chiffre d'affaires de 1 100 000 $. Pas mal pour un gars qui se nourrissait de nourriture de station-service 1 an plus tôt. Pas vrai? Au fil de tout ça, Sloan et moi sommes devenus plus que des partenaires commerciaux. Une nuit, après avoir fermé l'atelier, je l'ai ramené dans ce bar à Chicago où nous avions fêté ma victoire à l'enchère, et je lui ai fait ma demande. Elle a dit oui avant même que je finisse ma phrase. Avec le business en plein essor, nous avons acheté une maison près du lac Huron, un endroit que je regardais souvent en me demandant qui pouvait bien se permettre d'y vivre. Bien sûr, Kevin n'a pas pu rester loin. Il est arrivé à l'improviste en faisant semblant d'être impressionné par mon dernier projet, une Chevelle de 70. Puis il a commencé à me parler d'expansion du business et d'investisseurs, c'est-à-dire lui, évidemment. Je l'ai interrompu et je lui ai dit que s'il avait besoin de faire peindre sa Tesla, je lui ferais le prix familial de 600 $, soit environ le double du tarif normal. L'expression sur son visage était priceless, mais il me restait une dernière chose à faire. Sloan et moi sommes retournés à la ferme de Joe, trouvant le vieil homme toujours assis sur sa véranda à siroter son thé comme si rien n'avait changé. Quand je lui ai tendu une enveloppe contenant 50 000 $, il a essayé de refuser. Je lui ai dit que je ne serais pas là où j'en étais sans cette voiture, et que ce ne serait pas juste de ne pas partager une partie du succès avec celui qui l'avait rendu possible. Il a finalement accepté, grognant sur mon entêtement. Cette nuit-là, assis sur la terrasse de notre maison au bord du lac avec Sloan à mes côtés, j'ai pensé à tout le chemin parcouru. Du raté de la famille au dirigeant d'une entreprise prospère faisant ce que j'aimais, avec cette femme à mes côtés. Mec, je ne pouvais pas être plus reconnaissant. Je vivais mon rêve. Ma famille disait toujours que je ne réussirais jamais. Que je ne trouverais jamais de stabilité. Ils avaient tous tort. Et le meilleur? Je n'avais plus besoin de leur approbation. Édition. Salut. Ça fait tellement longtemps, Redditor. Je voulais juste dire restez à l'écoute parce que je vais vous donner une mise à jour incroyable bientôt. Vous n'allez pas y croire. Le karma a le sens de l'humour. Mise à jour. Salut Reddit. OP ici avec la mise à jour promise. Ça fait 2 ans depuis mon dernier post sur la restauration du Shelby et le lancement de mon entreprise. Beaucoup d'entre vous ont demandé des nouvelles, alors voilà. Tout d'abord, merci pour tout le soutien sur mon post original. Ça a compté énormément pendant des moments vraiment difficiles. Pour ceux qui ont besoin d'un rappel, j'étais le frère raté qui a acheté un Shelby GT5 Sense rouillé pour 200 $, l'a restauré, l'a vendu pour un demi-million, et a lancé ma propre entreprise de restauration de voitures classiques tout en disant à ma famille toxique d'aller se faire voir. Mise à jour de la vie. Ces dernières années ont été incroyables. Croes Muscle Works est devenu une référence dans la restauration classique. Nous avons une liste d'attente de 2 ans de clients prêts à payer des prix premium. Nous avons agrandi l'équipe à 15 personnes, et j'ai plus de travail que je ne sais quoi en faire. Sloan et moi nous sommes mariés il y a 1 an. Elle gère toujours tout le côté business, et maintenant elle est ma femme parfaite. Je continue de me salir les mains à l'atelier chaque jour. Équilibre parfait. La vie ne pourrait pas être mieux. Je n'ai presque plus jamais pensé à ma famille toxique. Je n'ai parlé à aucun d'eux depuis que Kevin est arrivé pour essayer de prendre une part de mon business il y a 4 ans. Je les ai tous bloqués après que mon père ait de nouveau suggéré qu'il pourrait investir l'argent correctement. Donc je n'ai eu aucune nouvelle. Trop occupé, trop heureux, et je n'ai pas jugé utile de ramener leurs conneries dans ma vie maintenant que je prospérais. Ils ont arrêté de me contacter aussi, pendant 2 ans. Mais hier, putain, la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Imaginez ma tête quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu mes parents et Kevin debout là, ayant l'air d'avoir vieilli d'environ 20 ans. Les cheveux de mon père étaient complètement gris. Le visage de ma mère marqué par le stress. Et Kevin, le mec qui arrivait toujours en costume impeccable avec son sourire arrogant, avait l'air d'une épave totale. Oh, waouh. Vous ressemblez à des épaves. Que voulez-vous? J'ai dit. Jensen, ça fait un moment. On peut entrer? On a besoin de parler. J'aurais dû claquer la porte tout de suite. Mais où serait le plaisir là-dedans? Je devais voir ça de mes propres yeux. Parce que s'il n'avait pas été frappé par le karma, qu'est-ce qui aurait bien pu amener la famille en or jusqu'à ma porte après tout ce temps? Alors je me suis écarté et je les ai laissés entrer. Ils se sont assis maladroitement dans mon salon, les yeux écarquillés devant les meubles de valeur, la vue sur le lac, les photos de Sloan et moi avec nos voitures classiques. Mon père s'est raclé la gorge 5 fois avant que Kevin ne prenne enfin la parole. Sympa ton endroit, a-t-il dit en essayant de paraître détendu et échouant lamentablement. Merci, je sais. Pas vrai, ai-je répondu. Que voulez-vous? Mon père est enfin allé droit au but. Fiston, nous sommes dans une situation un peu délicate. Kevin, eh bien, il y a eu quelques développements malheureux. Kevin avait l'air de vouloir disparaître dans le canapé. Il s'avère que Karen, bien sûr qu'elle s'appelait Karen, la femme parfaite de Kevin, avait planifié sa sortie depuis des années.
Elle avait lentement convaincu Kevin de mettre leur maison et leurs 2 voitures à son nom pour des raisons fiscales. Puis elle a vidé leur compte commun, demandé le divorce et est partie vivre avec un type d'une société immobilière. J'ai dû retenir mon rire. L'enfant chéri se retrouvait à vivre à nouveau chez ses parents. Parfois, l'univers livre le karma. Ma mère a enchaîné. Et avec les factures médicales de ton père et l'hypothèque, on a du mal, Jensen. Donc vous venez me demander de l'argent, ai-je dit froidement. Pas une question. On est une famille, a dit mon père, comme si ça expliquait tout. On a toujours été là les uns pour les autres. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. Toujours là les uns pour les autres? C'est hilarant. Où étiez-vous? Ah oui. Vous me disiez de trouver un vrai boulot et vous vous moquiez de moi à Thanksgiving, m'humiliant devant tout le monde. Kevin s'est tortillé sur son siège. Écoute, Jensen, on fait tous des erreurs. Tais-toi. Je l'ai interrompu. Une erreur, c'est acheter du lait quand tu voulais du jus d'orange. Ce que vous avez fait, c'est un abus systématique et délibéré pendant des années. Ma mère a commencé à pleurer. On essayait juste de te motiver. En me disant que je ne valais rien? En portant un toast à votre seul fils qui n'a pas gâché son potentiel? Ce n'est pas de la motivation. On m'a mis de côté, on m'a dit que je n'étais rien. Mon père a réessayé. Fiston, on est fier de ce que tu as accompli. On l'est vraiment. Et on sait qu'on ne mérite pas. Mais tu as raison. Tu ne le mérites pas. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais presque les entendre réfléchir à quel point ils s'étaient trompés sur toute cette situation. Vraiment, Jensen, a enfin dit Kevin, avec une pointe de cet ancien sentiment de privilège qui refaisait surface. Tu vas laisser ta famille perdre sa maison? Je me suis levé. Drôle comme je deviens soudainement la famille maintenant que vous avez besoin de quelque chose de moi. Mais oui, c'est exactement ce que je vais faire. Mon père s'est levé, le visage rouge. Espèce de petit ingrat. Papa, Kevin l'a retenu. On a besoin de lui. J'ai ri à nouveau. En les raccompagnant à la porte, ma mère a tenté un dernier chantage émotionnel. Tu ne veux pas te reconnecter avec ta famille? La vie est courte, Jensen. Je me suis arrêté et les regardé droit dans les yeux. Ce que je veux, c'est être entouré de gens qui croient en moi sans condition. Vous n'avez pas fait le poids, et j'ai déjà ces gens maintenant. Sortez d'ici et ne me montrez plus jamais vos visages. Après leur départ, j'ai regardé leur berline cabossée, définitivement pas une Tesla, quitter mon allée. Sloan est venu derrière moi. Ça va, a-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu. En fait, je vais super bien. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Parfois, le karma prend le chemin panoramique, mais putain, il arrive avec style. Édition 1, putain, merci d'être arrivé jusqu'ici. Vous êtes des légendes. Édition 2, Jésus, les DMS sont fous. Au gars qui demandait si je devrais l'adopter parce que sa famille craint aussi, je suis flatté, mais non. Au type qui suggérait que j'aurais dû offrir mon aide mais avec des conditions humiliantes, c'est de la vengeance de niveau supérieur que je n'avais même pas envisagé, mais merci pour la suggestion réfléchie. LOL.